Parce qu'une Oui, reprise oui. professionnelle va aussi énormément solliciter les capacités cognitives. C'est le cas dans un autre registre quand on revient de congé maternité, c'est le cas lorsqu'on a on a arrêté de travailler pendant quelque temps. Donc, c'est peut-être plus un ressenti finalement qu'une véritable difficulté cognitive au moment de la reprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça génère, la reprise d'une activité professionnelle génère beaucoup d'inquiétudes pour les Mhm. personnes qui sont touchées par les troubles cognitifs, hein. C'est vraiment, ça génère de grandes inquiétudes. Il y a des personnes qui pensent qu'elles seront pas en capacité de reprendre leur travail parce que sur les troubles, parce qu'il y a la fatigue, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des, on va dire, des interruptions dans la vie. Je trouve que l'exemple que vous preniez de la maternité est très juste, où on a perdu l'habitude d'être dans un rythme de travail, etc. Et sur le retour à l'emploi, moi, tout particulièrement, j'invite les personnes à être dans un processus progressif autour de cette reprise, au niveau de la charge mentale que va représenter le fait de réintégrer dans son rythme de vie la plage du travail, de pouvoir euh, organiser ça sur une période autour de la date de la reprise, hein, en remontant dans le temps, on va dire, sur l'échelle du temps, d'apprendre à se relever le matin à l'heure où on se lèverait pour aller travailler, de s'habiller comme quand on irait travailler, voilà, si on est une femme, si on se maquille habituellement, de se maquiller, vraiment mettre en place tout le rythme, organiser la vie familiale comme elle était avant. Peut-être on a désinscrit les enfants de la cantine et de l'étude, quand on va reprendre le travail, il va falloir. Donc, ça aura aussi, cette reprise du travail, des conséquences sur la vie familiale et réorganiser cette vie familiale avec tout ça. Remettre en place tout ce processus progressif pour que chacun s'habitue et que aussi au fil du temps, au-delà des habitudes de vie de chacun, les habitudes cognitives de chacun évoluent aussi et que on se dise pas je reprends le travail, je reprends une grosse journée de travail, donc j'ai à gérer mon stress de la reprise, la fatigue, plus, voilà, pouvoir mettre en place des petites étapes par rapport à ça. Et un point qui m'est venu, je vous partage en oublié parce que moi, sinon, si je ne, si je note pas après, j'oublie aussi parce que je suis toujours dans mes troubles cognitifs aussi, c'est le fait c'est Anne-Flore qui m'y a fait penser, Marie-Flore, pardon, qui m'a fait penser, le fait de pouvoir se dire que parfois, il y a des situations de vie qui font qu'on va se retrouver dans une réaugmentation des troubles cognitifs. Je m'explique. On peut avoir vécu une certaine situation par rapport aux troubles cognitifs, et puis un accident de vie, ça peut être tout simplement un accident physique, hein, je tombe, je me casse le bras, la fatigue physique que va entraîner toute l'énergie qui va être concentrée autour par le corps, hein, sur la gestion de cette blessure va faire que le corps va être plus fatigué, de nouveau être sollicité peut-être par les conséquences d'une anesthésie, d'une chirurgie, d'une prise en soins, etc. Et ça va pouvoir faire réaugmenter à un certain niveau les troubles cognitifs. Donc ça, il faut y penser aussi. Si on traverse une période transitoire où on trouve que on a plus de troubles cognitifs, peut-être ça veut dire c'est un indicateur qui est soit lié à un accident de vie, soit à une charge de vie qui est trop importante. Actuellement, j'ai ma maman qui est malade, du coup, je suis aussi dans la reprise de mon travail, je dois en plus gérer ma maman malade avec ma reprise de travail, ça fait beaucoup de choses à gérer. Alors peut-être qu'il faut que je mette en place quelque chose qui fasse que la charge de l'accompagnement de la maladie de ma maman, elle soit partagée pour que j'ai moins de charge mentale qui me complique mes troubles cognitifs. Vous voyez, toutes ces choses-là qui peuvent être réfléchies et qui peuvent être imaginées. Une Il y a Oui, Cyril Cyril. Oui. Cyril lève la main. Oui, bonjour. Je voulais rebondir justement ce qui a été dit déjà initialement et là ce qui vient d'être dit à l'instant. Moi, avant de reprendre le boulot, j'ai demandé à avoir un bilan cognitif parce que comme vous, j'avais des soucis cognitifs et c'était très intéressant parce qu'en fait, on a pu poser un niveau de mon état cognitif avant la reprise du travail et j'ai demandé à réavoir ce même bilan un an après. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, on s'est rendu compte, hein, les soignants aussi, que la reprise du travail m'a permis de remonter en efficacité et en charge sur le cognitif, en fait. Puisque, comme vous disiez très bien, on est à la maison, on laisse peut-être passer des choses et tout. Le fait de re-rentrer dans un mode de vie qu'on avait avant m'a permis de retrouver un niveau, pas complet,
pas complet, certains, mais au bout d'un an déjà, d'avoir énormément progressé sur cette chose. Donc, je pense que faire un petit bilan cognitif avant la reprise du travail me semble être une bonne chose. En plus, c'est rassurant, parce que quand j'y suis allé un an après, elle m'a dit, eh ben, ça s'est amélioré. Et pourquoi je l'ai fait, c'est qu'en fait, je voulais vraiment savoir si je reprenais le boulot et si jamais j'avais une fatigue extrême, énorme, est-ce que c'était lié à mon boulot? Peut-être que j'avais plus les mêmes envies, les mêmes volontés de ce travail-là. Est-ce que c'était purement lié à ma maladie? Ou si finalement la symbiose des deux allait améliorer les choses, et ce qui a été a priori le cas. Et j'ai trouvé ça très positif. Donc je voulais partager ça avec vous. Merci. Sandra, je pense que tout à fait dans la réponse, enfin, ce qu'a vécu là Cyril, je pense que c'est justement ce que vous pourriez aussi prôner, c'est-à-dire de faire ce bilan, de pouvoir savoir en fait d'où vient cette fatigue et la définir. Enfin, la fatigue, les troubles, je veux dire. Mm. Euh, alors, on a déjà pas mal parlé de Pas mal. l'origine du trouble, hein. On peut faire un grand listing sur les différents types de cancers eux-mêmes, sur les traitements, sur la réaction psychologique aussi, sur les facteurs associés, préexistants, les conditions de vie, le niveau socioculturel et l'âge. Est-ce que, je vais répondre un petit peu juste à l'intervention juste avant, est-ce que c'est important de faire un bilan cognitif? Je dirais, mais ça dépend des cas. Il y a des personnes pour lesquelles savoir, comprendre, mesurer va être une aide importante, et d'autres personnes qui préfèrent en fait se laisser porter et laisser les choses venir. Et je pense qu'il faut avant tout être à l'écoute pour proposer les bonnes choses aux bonnes personnes. Mais oui, il est nécessaire d'informer qu'il y a cette possibilité de faire des bilans, d'avoir des mesures et ainsi de pouvoir en voir l'évolution. Ce qui manque le plus, finalement, c'est vraiment l'information sur ça, l'information sur la possibilité de faire des mesures et d'avoir des suivis, l'information des soignants eux-mêmes sur les troubles cognitifs qui, du coup, ne vont pas la transmettre aux patients, qui ne vont pas parfois juste interroger les patients sur est-ce qu'ils ont des troubles cognitifs, sur l'impact qu'ils peuvent avoir, qui ne vont pas proposer de mesures, euh, ou parfois qui vont minimiser les troubles quand ils sont évoqués. Il y a aussi des phénomènes de renvoi excessif à un tout psychologique qui va être culpabilisant pour le patient, puisqu'il y a on va pas lui laisser connaître l'effet de la maladie et des traitements sur le secteur cognitif. Donc, ce qu'on est en train de faire est vraiment essentiel, c'est d'avant tout informer, mais informer aussi le personnel soignant pour qu'ils accompagnent mieux les patients, informer les patients eux-mêmes quand ils ont besoin et qu'ils désirent être informés. Et ça peut être aussi d'attendre le bon moment pour les Oui. informer. Parce que tout le monde ne lit pas la notice des médicaments avant de les prendre, hein. Des fois, on n'a pas envie de savoir quels sont les effets secondaires possibles avant de les prendre. Donc, il faut faire attention à ces côtés-là. On ne doit pas asséner une information, hein. On doit parfois attendre le bon moment et la bonne demande. Mais dans tous les cas, c'est vraiment essentiel d'écouter les patients, de reconnaître ces troubles, de ne pas les nier, et quand c'est nécessaire, de les mesurer et surtout d'aider les gens à les comprendre, parce que ça permet de les rassurer, ça leur permet, comme tu disais tout à l'heure, une meilleure acceptation de ces troubles, et puis ça permet de proposer une meilleure aide, un meilleur accompagnement. Donc, c'est une question qui est complexe, puisque ça demande aux soignants à la fois d'être informé lui-même, mais aussi de savoir quand il faut dire, quand il ne faut pas dire, et savoir que cette situation peut évoluer en elle-même. Mais dans tous les cas, il ne faut pas nier ce que vivent les patients. En aucun cas, ça n'a jamais été une bonne chose. Et puis, il faut ça.
pardon, et puis juste pour compléter ce que dit Sandra, et puis que les soignants connaissent aussi les possibilités dans leur entourage comme outils d'accompagnement. Par exemple, dans la ville où habite la personne, il n'y a peut-être pas de neuropsychologue qui peut faire des tests, mais on peut peut-être l'orienter vers une psychologue qui va pouvoir amener certains éléments ou qui va pouvoir faire le lien vers quelqu'un qui va faire une prise en charge. Il n'y a pas que les neuropsychologues qui font des prises en charge aussi, il y a des orthophonistes qui sont formés pour pouvoir faire des accompagnements. Dans les outils aussi dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai vu certaines personnes qui en parlaient, il y a une application et un site internet par l'association Oncogite qui propose des ateliers de remédiation cognitive. Donc, il y a des patients qui participent à ces ateliers et pour lesquels ça apporte beaucoup d'éléments, d'autres pour lesquels ça les met plus en difficulté. Donc, il faut voilà, que chacun puisse trouver dans les outils qui sont dans son entourage ce qui lui correspond, mais c'est surtout de trouver une oreille ou une attention qui ne nie pas, comme dit Sandra. Il faut surtout pas qu'on dise aux patients qu'on banalise cette difficulté parce que sinon, la personne, elle va se dire, bon, moi, alors, c'est rien, c'est dans ma tête, ça va pas, voilà. Et malheureusement, et c'est ce qui m'a amené à mettre en place des ateliers troubles cognitifs en lien avec un cancer, hein, c'est parce que quand j'ai été confrontée, c'était le vide intersidéral de trouver des réponses. Les seules réponses que je trouvais, c'était en anglais. J'étais à peine à ce moment-là en capacité d'arriver à la compréhension d'une phrase en français que je lisais jusqu'au bout. Je ne voilà, vous savez, quand on est malade, on se dit, waouh, du coup, finalement, je vais avoir du temps, je vais pouvoir écumer ma pile de livres que j'avais à lire. Quand vous vous retrouvez enfoncé dans le tout cognitif, vous n'arrivez pas à lire parce que voilà, vous êtes dans cette difficulté-là et de lire en anglais, c'était pas possible. Donc voilà, savoir où trouver des petites astuces. Et je pense que le fait que GPS Cancer ait pu proposer aujourd'hui cet atelier, ça fait partie de cette contribution de diffuser l'information, une information qui se doit d'être de qualité, hein, que les patients ne restent pas sur du fantasme de compréhension et d'élaboration de ce qui peut être une solution pour eux ou pas. Mais voilà, il faut que chacun puisse trouver une réponse et puisse entendre les propositions qui sont faites. Parce qu'il n'y a pas de solution à calquer sur chacun, quoi. Voilà, chacun est différent et va pouvoir trouver des situations et des solutions différentes selon où il vit, selon ce qu'il vit. Et c'est ce qui est important surtout. Question complémentaire de Laurence auquel vous avez répondu en partie sur qui peut faire les bilans, ça on l'a dit. Mais est-ce que ce sont nécessairement des bilans qui doivent être prescrits par un médecin? Et est-ce que c'est pris ou non en charge? Alors, les neuropsychologues sont en général des psychologues, donc ils ne sont pas sous prescription médicale. Vous pouvez tout à fait prendre un rendez-vous chez un neuropsychologue. Vous n'avez pas besoin de prescription de votre médecin. Mais en général, non, ça ne va pas être pris en charge par la sécurité sociale. Par contre, vous avez parfois certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge. Et si c'est fait dans un cadre hospitalier, dans ces cas-là, ce sera pris en charge. Alors, vous avez ensuite toutes les problématiques sur les nouvelles directives de prise en charge du gouvernement, mais il faut savoir que l'immense majorité des psychologues refusent ce dispositif. On va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais Ouais. ça pose beaucoup de problèmes. Une autre Oui, question ouais, de c'est- Carole. oui, c'est vrai que c'est important ce que vient de dire Sandra, ce nouveau dispositif qui permet d'avoir des consultations avec des psychologues. Et visiblement, les psychologues, enfin, donc à des tarifs très concurrentiels, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose où les psychologues eux-mêmes adhèrent en fait à ce dispositif. Donc, c'est pas encore possibilité de démocratiser ces séances de psychologue pour des patients qui en auraient besoin. Tel que ça a été imposé par le gouvernement, ça a semblé inacceptable à l'immense majorité de la profession. Ouais. Une autre question de Carole. Oui. Excusez-moi, mais il faut quand même penser aux soins support. Avec les soins support, on peut au moins accéder à une consultation. Oui, Dans les centres de soins qui le proposent, c'est donc du coup pris en charge et si le soin support n'est pas pris en charge dans le centre de soins et qu'on est à 1 an de son traitement actif, le panier de soins de support de 180 euros permettrait de combler ce non-remboursement, si non-remboursement il y avait. c'est vrai. C'est vrai, il y a ce panier de 180 euros. Mm.
Mais est-ce que la consultation chez un psychologue dans le cadre des soins de support peut nécessairement mener à un bilan? Il faut que le psychologue connaisse. Remarque, s'il travaille dans le cadre de soins de support, il doit être bien au fait des troubles cognitifs. Il est bien au fait et normalement, enfin, il y a de grandes chances qu'on puisse aller voir un onco-psycho. Hmm. Ok. Les oncopsychos sont formés normalement à la compréhension des troubles cognitifs. Une question de Carole. Est-ce que les troubles cognitifs peuvent accentuer un niveau de stress ou une hypersensibilité? J'imagine qui préexiste. C'est un cercle vicieux. Euh, Bien évidemment, si vous n'êtes pas bien, vous allez avoir plus de difficultés attentionnelles, concentrées, etc. Et si vous avez plus de difficultés, vous n'êtes pas bien. Donc oui, bien sûr, c'est un cercle vicieux. Et puis, il y a d'autres éléments qui rentrent dans le cercle vicieux. Sandra en a parlé un tout petit peu au début, mais c'est tout ce qu'on appelle les éléments qui vont majorer le risque potentiel de troubles cognitifs, tout ce qui est de l'ordre des stresseurs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais par exemple des pathologies associées, tout ce qui est la prise de drogue, d'alcool, certains médicaments dont on peut avoir besoin par ailleurs, hein, par exemple des personnes qui pourraient prendre des somnifères parce qu'ils n'arrivent plus à dormir sans somnifères, mais les somnifères peuvent aussi accentuer pour certaines personnes les troubles cognitifs. Donc, ça peut potentialiser une augmentation. Moi, je me rappelle d'une patiente du fait à la suite de ses traitements, avait des problèmes de vue, hein, parce qu'avec la chimiothérapie, il y a un problème d'hydratation, etc., de muqueuse. Elle avait des problèmes de vue, elle voyait moins bien en même temps, elle avait ses troubles cognitifs. C'était un peu un cercle infernal, ça lui rajoutait des difficultés. Donc, quand les sens sont parasités, vous voyez, ça peut être des choses qui parasitent aussi. Et puis, tout ce qui est autour de les incertitudes, tout ce qui va être de l'ordre des angoisses, hein, soit lié à son traitement, soit lié à une situation de difficulté financière dans laquelle la maladie a pu mettre, sur quelque chose qui est autour du retour à l'emploi, des choses qui vont pouvoir être nouvelles, par exemple, compte tenu de ma situation, mettons, j'ai changé de territoire pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge parce que j'habite au fin fond de la campagne et j'ai une prise en charge qui nécessite que je déménage, le fait de pas connaître mon environnement, etc., ça peut aussi majorer transitoirement les troubles cognitifs, voilà. Donc, quand je parlais des stresseurs tout à l'heure, c'est pas que les stresseurs environnementaux, c'est les stresseurs qui peuvent surajouter et du coup qui peuvent rajouter sur des personnes qui sont hypersensibles, effectivement. Et donc, dans les outils, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de cette prise en charge de ces stresseurs, tout ce qui peut aider à gérer son stress, hein, la mise en place d'outils comme la sophrologie, la méditation, des sports voilà, tels que des sports ou assimilés, tels que le tai chi, enfin, tout ce qui peut aider à faire diminuer son niveau de stress qui est dans une prise en charge non thérapeutique, ça peut être très intéressant autour des troubles cognitifs. Pour répondre à... On arrive à la fin là, de notre... on était arrivé à l'heure, la 15h30. Est-ce que chacune, vous pouvez peut-être faire une petite conclusion, dire quelque chose pour conclure et merci encore de nous avoir partagé vos expériences et c'était très riche. Sandra? Je dirais, il ne faut pas les nier, ils existent, pas toujours d'ailleurs, hein, rassurons-nous, ils sont réversibles, mais il ne faut pas non plus en avoir peur parce que on peut accompagner, on peut se faire aider, on peut les comprendre. En aucun cas, ils ne doivent conduire à arrêter des traitements, arrêter des soins, parce que le plus important, c'est quand même de pouvoir se soigner de ce cancer. Et, ça fait partie des effets secondaires, mais comme dans de nombreuses autres pathologies, hein. Vous avez beaucoup de traitements pour lesquels, en fait, vous avez cette petite alerte vigilance sur la boîte et c'est quelque chose de connu et de fréquent. Donc, moi, je dirais, il ne faut pas les nier, il faut
arriver à se faire aider, accompagner, mais il ne faut pas en avoir peur et pas au point, en tout cas, d'arrêter de vous faire soigner. Ce n'est pas prioritaire. Merci Sandra. Et puis Nathalie, un petit mot pour la fin. Alors, c'est pas forcément lié intimement au trouble cognitif. Ce à quoi je pense, c'est peut-être se faire confiance. C'est-à-dire que vous connaissez votre maladie, vous êtes en train de vivre, vous, votre vie avec la maladie. Les personnes qui vous accompagnent, qui sont autour de vous, elles connaissent la maladie sur leur savoir. Vous, vous le vivez dans votre corps. Donc, faites-vous confiance sur vos ressentis, sur ce dont vous avez besoin pour pouvoir rechercher les solutions qui vous correspondent à vous. Voilà. Et pas forcément que le rechercher chez l'autre. C'est soi-même dont on peut être le premier aidant en acceptant pour soi et en voyant ce qui est bien pour soi.